Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la saison 3, troisième épisode de Autour du traducteur. Mon invité aujourd'hui, je pense que j'ai un petit peu de problème avec la... Là, je te vois, je vois ta caméra, François. Pas ta caméra, mais ta... Puis je vois pas... Je vais juste essayer de montrer. OK. Bon, mais Virginie, on voit juste François. Je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est correct, hein, j'ai pas Ah, besoin OK, d'en... je te vois. Ah, c'est parce que tu Ah, parlais pas. OK, quand ah, tu t'es mis OK. à parler. Bon, ben c'est Bon. parfait. Alors, je recommence. Prise 2. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 3, saison 3 de Autour du traducteur ou de la traductrice aujourd'hui, ce qui est Virginie Tremblay, en fait, qui est plus réviseur que traductrice, mais qui a été aussi traductrice. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème. En fait, vous avez ceux et celles qui ont vu la présentation. Le titre, c'est La tentation narcissique en traduction. Alors ça, on va parler, on va décliner dans notre profession, Virginie et moi. En fait, ça va être Virginie qui va le décliner plus que moi. Euh, Moi, je vais discuter avec elle, mais c'est elle qui apporte ce propos-là que je trouve fort intéressant et qui nous touche beaucoup de par la nature même de notre profession. Alors, on va décliner les trois types de narcissisme auxquels on est exposé dans je dirais les trois situations courantes dans notre métier. Alors, la situation numéro un, c'est on se retrouve en situation, on est nouvel arrivant dans notre métier, on arrive dans un milieu de travail et on relève d'une personne qui est narcissique. Alors, comment on peut reconnaître que ce n'est pas une relation saine, hiérarchique, comme quand on arrive dans une entreprise, c'est sûr on est dans une hiérarchie, donc on relève de personnes qui ont, comment je pourrais dire, ben c'est ça, on relève d'eux, donc ça, ce qui est sain, mais comment faire la distinction avec le narcissisme pervers? Aussi, on va voir le narcissisme qui est un tout nouveau phénomène dont Virginie va nous entretenir. C'est qu'on fait affaire maintenant avec ChatGPT. Il y en a qui peuvent l'utiliser ouvertement, d'autres qui ne peuvent pas l'utiliser ouvertement, mais qui l'utilisent quand même et qui saupoudre quelques changements dans la version ChatGPT qui livrent à la personne qui révise et qui se font payer un gros tarif, mais c'est le réviseur ou la réviseure qui se tape tout le travail. Donc, il n'y a pas cette profondeur, ce travail qui normalement qu'on attend du traducteur. Et puis, c'est ça. Alors, puis le troisième, ben, on y reviendra là, mais je pense qu'on va commencer par les deux premiers. Euh, je dirais que le premier, qui est quand on a une personne de qui on relève qui a un comportement narcissique, à ma connaissance, dans toute ma carrière, ça a toujours existé. Le deuxième type dont on va discuter, toi et moi, c'est un phénomène qui est tout nouveau, et on va remettre les pendules à l'heure par rapport au travail que le traducteur doit faire et sans mettre de côté ChatGPT. Là. On va remettre les choses en perspective. Mhm. Alors, je vais commencer j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, Virginie, parce que moi, je te connais un peu. Tu connais sûrement bien des collègues, mais pour tous ceux qui vont écouter, qui écoutent ou qui vont écouter le balado, qui es-tu, Virginie? Où as-tu fait tes études? On va commencer par les études. Bon, moi, je suis une nobody, là, vraiment, là, dans les faits. Je suis une nobody. Mais une nobody qui a roulé sa bosse beaucoup. Fait que j'ai eu la chance de commencer à étudier la traduction au Cégep, à Rimouski. Il y avait un cours de traduction donné par Charles Lindsay, un érudit, un homme de top qualité. Son cours de traduction, là, de tout mon bac, c'est son cours de traduction qui était le meilleur. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le bac à l'Université Laval parce que c'est le seul bac
Puis, comment je pourrais dire, on fait rien de la traduction. Tandis que je veux dire, j'ai formé beaucoup de traducteurs, puis la plupart des traducteurs qui viennent des autres universités, quand ils sortent de l'université, ils n'ont jamais traduit. Ils ont fait beaucoup de théorie, beaucoup d'histoire, puis de philosophie de la traduction, mais ils n'ont pas vraiment fait de traduction. Alors que l'Université Laval, c'est rien. Tu as de la traduction à faire toutes les semaines, tous les jours. Oui, c'est Donc, ça. Puis dans différents types, dans différents domaines, si je me rappelle bien du programme, là, de la médicale, juridique, administrative, etc., là. si, puis aussi la terminologie, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un enseignement appliqué, puis c'est ça, la traduction, en fait, c'est un art, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut l'appliquer, tu sais, pour l'apprendre. Fait que c'est ça. Puis à part de ça, ben, c'est ça, l'autre pendant, la raison pour laquelle je me pense compétente pour parler de narcissisme, c'est que, ben, toute ma vie, j'ai été malade, j'avais la fibromyalgie, puis bon, ben, une tonne de troubles métaboliques qui viennent avec ça. Et puis, ben, ça m'a pris des années pour comprendre que le système de santé allait pas m'aider, puis qu'il était en train de me tuer, puis que bon, tout ça, faire la prise de conscience que le système de santé n'est pas là pour aider, mais au contraire. Euh, et puis, bon, ben, à travers ma recherche, puis là, j'ai fait le tour du monde, tu sais, j'ai vécu en Inde, Chine, au Pérou, je suis allée, j'ai vraiment visité beaucoup de pays pour essayer de trouver des thérapeutes qui en savent plus que les docteurs sur comment guérir la fibromyalgie, tu sais. Et donc, dans mon processus, il a fallu que je découvre, que je réalise, que j'accepte, que j'admette qu'un des gros problèmes de mon problème de santé vient du fait que j'ai été élevée par un pervers narcissique. Ma mère, qui est un pervers narcissique de haut vol, assez intelligente pour être dangereuse. Et donc, tant que j'avais pas pris conscience de ça, ben, j'avançais pas vraiment. Puis c'est seulement à partir du moment où j'ai compris ça que là, ça a débloqué, puis là, j'ai commencé à. Et donc, là, j'ai été obligée d'étudier la pathologie, je l'ai étudiée, je l'ai approfondie, puis j'en ai une expérience directe. Puis bon, ben, les deux autres filles de ma mère, qui sont mes demi-sœurs, eux aussi ont vraiment. Ben, il y en a une des deux qui a la pathologie, l'autre, elle a des traits narcissiques. Et donc, sans le savoir, j'ai été comme éduquée pour être une bonne victime de pervers narcissiques. Donc, après ça, toute ma vie, j'en attirais tout T'as le temps. baigné là-dedans, là, tout le temps, puis après ça, t'as pris du recul. Alors, tu l'as Voilà. vécu, là. Donc, toi, étant Je l'ai donné vécu ce que personnellement. Ouais. tu l'as vécu, donc quand tu arrivais en traduction avec quelqu'un qui avait ces comportements-là, tu étais vraiment, avant que tu démêles tout ça, là, tu étais une victime toute désignée, là, dans un milieu de travail avec, Ben, la recherche montre que le pervers narcissique, il y a comme un instinct pour repérer sa victime. C'est un peu comme le violeur, là. Il sait, juste à la démarche d'une personne, si la personne elle va être facile à abuser. Donc, effectivement, j'étais une bonne part là, pour ce genre de personnes-là. Sauf que d'un côté, ça m'a attiré ces problèmes-là, mais de l'autre côté, ça a aussi fait que j'avais, ben, comme dans un bureau de traduction où j'ai travaillé, le réviseur principal était très, très narcissique. Et donc, les traducteurs sortaient de son bureau en broyant, littéralement en pleurant. Mais quand les collègues ont vu que moi, je sortais jamais en broyant de son bureau, ils sont venus me demander, tu sais, comment tu fais, comment tu y arrives. ouais, oui, Ben là, qu'est-ce que tu leur as répondu? Qu'est-ce que tu leur as dit? là, C'était quoi ta d'une part, recette? c'est que, d'une part, c'est que la recette, c'est que, d'une part, j'ai été amplement humiliée par ma mère, donc j'étais habituée de me faire humilier, donc c'était plus quelque chose de très grave, là. Quoique désagréable, je le prenais pas tout si mal que ça. Mais aussi, à cette époque-là, j'avais un début de prise de conscience, puis je faisais de la méditation, puis tout ça. Et donc, j'ai commencé à voir que, dans le fond, euh, le pervers narcissique, quand il se choque, puis quand il te chicane, puis qu'il t'insulte, puis tout ça, il est en fait en train de faire sa propre bataille personnelle. Il est en train de se battre avec ses propres démons. Il a un besoin d'asseoir son autorité, puisqu'il n'y a pas d'autorité naturelle, c'est une coquille vide, il se aime. Donc, il a besoin de faire de l'esbrouf, puis d'écraser les autres pour se remonter. Donc, à partir du moment où tu vois ça, mais là, tu comprends que c'est pas moi
qui est le problème. C'est pas moi qui cause cette réaction-là chez le pervers narcissique. C'est sa douleur à lui, c'est son traumatisme infantile, c'est ses névroses non soignées qui le manipulent complètement. Puis c'est ça, l'inconscience, dans le fond, c'est que quand tu n'as pas conscience de qui tu es vraiment, tu penses que tu es ton ego, et là, ton ego te manipule puis te fait Toutes agir. sortes de choses. Et il y avait aussi l'autre point, parce que tu parles d'un réviseur qui te malmenait, là, ou qui malmenait tous tes collègues. Il y avait aussi le fait que dans notre métier, il y a comme un côté chez les pervers narcissiques qui vont considérer que la langue française, eux, ils ont la vérité. Aussi, il faudrait, faut voir ça aussi. Est-ce que tu peux en parler justement que ça ouvre la porte, autrement dit, ça ouvre la porte dans notre métier à ce genre de comportement-là, si c'est Ben, pas conscientisé, là, on s'entend, là. et c'est le même phénomène que partout, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, euh, puis qui n'a pas d'estime de soi, va constamment essayer de chercher à compenser ça. Donc, n'importe quelle personne qui a peu de capacité, si tu lui donnes un petit peu de pouvoir, là, il va en abuser. Donc, c'est la même chose avec les traducteurs. Les traducteurs qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes, ils vont mettre leur estime d'eux-mêmes dans leur impression d'avoir une connaissance supérieure du français. Puis comme au Québec, on valorise ça beaucoup, les gens qui savent Oui, écrire, qui écrivent effectivement. bien, puis on méprise beaucoup les gens qui font des fautes. Oui, Ben là, c'est une excellente occasion pour quelqu'un de pervers de s'approprier finalement l'image de perfection, l'image de culture, de probité, de supériorité, et de prendre comme prétexte son talent d'être un peu meilleur que les autres en français. C'est comme dans effectivement. le mouvement New Age. Il y a beaucoup de gens dans le mouvement New Age qui veulent être des maîtres Reiki. Alors, les maîtres Reiki, cette discipline-là, ça attire énormément de pervers narcissiques parce qu'ils ont ils peuvent se donner le titre de maître. Et Mhm. donc, ça vient aider à compenser le manque d'estime de soi. Et J'avais fait voilà. il y a quelques années justement un sondage auprès d'une centaine de traducteurs. C'était en 2011-2012, je crois, là, que justement, c'était pour le cours de magistrade que j'avais donné, que François m'avait demandé de donner à magistrade à ce moment-là. Et j'avais remarqué qu'à peu près la moitié, soit 50 avait, parce que je le faisais par rapport aux valeurs, voyons, aux besoins fondamentaux puis aux valeurs. Puis, il y a deux besoins qu'on doit combler absolument. C'est le sentiment d'appartenance. Il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance, puis un sentiment de contrôle. Tous les êtres humains ont besoin de ça, sauf que c'est pas dans la même proportion et qu'il y a 50 des gens qui travaillent de chez eux à 50 heures, 60 heures par semaine, tout seul devant leur ordinateur. Et parce que si ton sentiment d'appartenance, ton sentiment de contrôle ne sont pas satisfaits, ben, tu as une faible estime de toi aussi. Donc, à l'époque, c'était ça. C'était 50 des gens, puis peut-être que maintenant, c'est encore plus élevé depuis la pandémie parce qu'il y a encore plus de gens qui travaillent en télétravail puis qui sont tout seuls. Et ça aussi, je pense que c'est des conditions qui font que puis moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que les gens qui sont toujours tout seuls chez eux devant leur ordinateur, mais ils vont exercer leur contrôle sur leurs enfants, sur leurs conjoints, parce que c'est les personnes qui ont autour d'eux. Alors, donc, ça aussi, c'est des conditions, pas nécessairement. Est-ce que tu dirais que pervers narcissique, c'est un comportement acquis ou c'est un comportement inné, d'après tes recherches? Bon, d'après mes recherches, en fait, le mécanisme narcissique à la base, c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire que OK. quand on est un enfant, jusqu'à à peu près 6 ans, l'intellect, la conscience ordinaire n'est pas développée. L'enfant est une âme, il n'a pas de filtre, il n'y a pas d'intellect développé, donc il n'a pas encore développé son ego. L'ego se développe avec la conversation qu'on a avec nous-mêmes. On utilise l'âme incarnée dans le corps, se sert du cerveau pour pouvoir avoir une conversation avec soi-même. Et donc, à chaque fois que on dit ça, j'aime ça j'haïs ça j'en veux pas, chaque fois on prend une décision comme celle-là, l'ego se construit. C'est pour ça que les philosophes asiatiques disent que l'ego est une illusion,
C'est parce que effectivement, l'intellect, c'est propre au cerveau, l'âme, c'est la nature fondamentale de l'humain, mais l'ego, c'est le sous-produit de la conversation que l'âme a avec elle-même en utilisant le cerveau. Donc, effectivement, l'ego, la raison pour laquelle l'ego est si fragile, c'est parce qu'il le sait très bien qu'il n'existe pas vraiment. C'est seulement OK. par, euh, par effet secondaire. Donc, quand l'enfant, jusqu'à à peu près bon, 4, 5, 6 ans, n'a pas encore de conscience, d'intellect et de conscience de lui-même et du monde, ce qu'il va faire, c'est que l'ego va venir avec c'est comme un mécanisme de protection. Il va venir protéger l'enfant de l'abus des autres. Donc, c'est pour Oui. ça que l'ego est tellement défensif, ça monte aux barricades. C'est parce que à 3, 4, 5, 6 ans, si tu as un parent toxique, euh, il, ça prend un mécanisme pour survivre à ça. T'sais. Oui. Le problème, c'est que si après, vers l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, si tu ne transcendes pas cet ego-là, si tu ne prends pas conscience de qui tu es vraiment, puis que tu ne matures pas, ben là, tu te retrouves à 40, 50 ans, puis tu as un âge mental d'à peu près 4 ans. D'accord. OK, c'est ça. Et là, pour faire ta place dans la société, là, tu racontes, tu tombes dans un, comment je pourrais dire, un flot de mensonges. Là, On va voir d'ailleurs Ben, les deux stratégies qu'utilisent les pervers narcissiques. Vas-y, oui, vas-y. Tu avais autre chose à ben, rajouter? euh, et là, je vais te demander de m'aider parce que Là, tu disais c'est que tellement. l'ego, alors on se retrouve avec un adulte qui a un âge mental d'à peu près 4 ou 5 ans quand il n'a pas réussi à bâtir sa personnalité, lui. C'est ça. Et donc, on le sait qu'un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, quand il n'obtient pas ce qu'il veut tout de suite, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se garoche sur le plancher, il fait une Ouais, crise, puis il fait le ouais, bacon. Bon. Fait que c'est ça qu'on se retrouve, avec ça qu'on se retrouve aujourd'hui, avec des adultes qui pètent des coches, qui pètent des crises, qui sont pas capables de rester assis tranquilles puis d'écouter ce que l'autre a à dire. Et donc, ce que ça fait, c'est que quand tu sais que tu n'es pas capable d'affronter la réalité, ben, tu es obligé de la créer. Et donc là, ben, comme tu n'as pas de maîtrise de toi, tu essaies d'avoir une certaine maîtrise sur ton environnement. Donc, chez vous, il faut que tu maîtrises tous les objets chez vous, mais aussi toute la personne. C'est la personne elle développe une soif de contrôle parce que tant que tu ne te maîtrises pas toi-même, tu ne contrôleras jamais l'environnement suffisamment pour effectivement. avoir une sensation de contrôle. Donc, ça ne fait rien de grandir. Puis si on revient au monde de la traduction, comme je disais en introduction, moi, tout le temps, heureusement, tous les réviseurs n'étaient pas un pervers narcissique, mais où il y a les gestionnaires de projets aussi, hein, mais, qui peuvent justement exercer ce genre de contrôle-là. Mais quelles sont les deux stratégies dans notre milieu de travail qu'on observe ou dans d'autres milieux de travail, mais revenons plutôt à la traduction, que les pervers narcissiques peuvent exercer, utiliser à l'endroit de leurs victimes? Ben, là, je ne me souviens plus exactement à Ben, quel on de. avait parlé, la première stratégie, si je me rappelle bien, c'était de péter une coche, comme on dit en bon québécois, Oui, au sujet de la personne qui vise, qui est ciblée, et de faire ça devant tout le monde. oui, Ça, effectivement. c'est ça. Oui, c'est ça. Puis l'autre C'est-à-dire stratégie, c'est de faire ça dans une salle, en en personne, là, privé. tu sais, Mhm. en petit comité, là. Bon, OK, là, je me souviens de ce dont tu veux qu'on parle. Euh, C'est-à-dire que euh, le pervers narcissique, comme il est une coquille vide, il investit tout dans son image. Et donc, si tu viens toucher cette image-là, même un petit peu, si tu piques un petit peu cette image-là, il a vraiment l'impression que tu essaies de le tuer, que tu essaies de le détruire. Donc, sa réaction, ça va être de vouloir te détruire, toi, en échange. Donc, euh, en général, le pervers narcissique n'aime pas ça, péter une coche devant les autres, mais il va le faire en privé. S'il peut se retrouver en privé, là, il va se laisser aller à péter une coche parce qu'il n'y a pas vraiment de public. De toute façon, il sait qu'il va nier, il va tout nier. Fait que si jamais la victime d'un pervers narcissique se retrouve, arrive à être capable de mettre le traducteur à part pour avoir une discussion personnelle, ben là, c'est ça. Le pervers va
faire de l'esbrouf, il va péter une coche parce qu'il veut que la personne, après ça, elle marche les fesses serrées, qu'elle ait peur qu'il pète une coche de même devant le public. Et donc là, bon, fait que là, si après une rencontre en privé, le parent narcissique n'a pas l'impression d'avoir eu satisfaction, ou si il est suffisamment narcissique, là, il n'y a pas besoin de plus de raisons que ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fomenter une vengeance. Et cette vengeance-là va se faire devant le public. OK, d'accord. Il va humilier sa victime devant le public parce que, ben, d'une part, c'est qu'il va avoir besoin de beaucoup de mensonges pour pouvoir se poser en personne qui a raison. Et donc, comme ses prétentions sont basées sur des mensonges, ben, il a besoin de recueillir l'approbation de beaucoup de gens parce que plus il y a de gens qui croient aux mensonges, plus pour lui, son mensonge est une vérité. Puis après ça, ben, c'est ma parole contre la tienne. Comme le père narcissique, il y a toujours cette image d'être super assuré, d'avoir le contrôle de tout. Ben là, sa parole en général, pour les gens ignorants qui ne savent pas c'est quoi un pervers narcissique, c'est une parole qui va dominer. Tu sais. Et la plupart des gens qui n'ont pas été la victime d'un pervers narcissique, ils n'arrivent jamais à croire. Si moi je raconte des choses que ma mère ou que d'autres pervers narcissiques ont faites, les gens ne veulent pas le croire que ça se peut des gens comme ça. Fait que là, au lieu d'avoir de la compassion pour toi, au contraire, ils se mettent à te rejeter parce qu'ils pensent que toi-même, tu es une mauvaise personne, que tu dis des choses comme ça d'un pervers narcissique. Alors, c'est toi qui te Comment je pourrais- retrouve j'ai vraiment jugé et condamné et, sans, et sans autre condamné. et sans autre forme de procès. Exactement. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là, c'est que je sais qu'il y a énormément de traducteurs qui sont des traducteurs humbles, des personnes qui sont capables de s'adapter aux autres, des personnes que pour eux, le travail, c'est pas pour me mettre en valeur, le travail, c'est pour produire un. Tu es en train de te Tu sais, perdre, il y je a pense. comme deux travail. OK, testing one, two. Testing one, two. Je peux peut-être fermer la caméra pour Oui, aider ou quelque je chose suis comme ça? revenue, t'es revenue. Bon. L'image avait figé, mais t'es revenue là. Bon, fait que c'est ça. Ce qui est difficile de travailler avec un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, lui, il n'a pas à cœur de produire un bon travail. Lui, il a à cœur de faire toutes ces machinations pour pouvoir rabaisser les autres, se sentir en contrôle. Alors qu'il y a énormément de traducteurs humbles qui, eux, ont à cœur de produire un bon travail et qui ils mettent pas leur ego dedans. Fait que ces gens-là, souvent, sont victimes des autres, des pervers narcissiques. Et quand ils essayent d'en parler à leurs collègues, il y a des collègues qui, ben, en tout cas, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi un pervers narcissique, n'ont jamais été victimes d'un pervers narcissique. Et donc là, ils ne trouvent pas d'oreille accueillante qui va les croire, qui va leur donner de la compassion. Fait qu'on finit par non seulement ne plus en parler, mais en plus, on ne va plus aux parties organisées par le TIAC, puis on ne va plus aux rencontres de traducteurs parce que dans la vie de tous les jours, on est obligé de se taper des pervers narcissiques qui font de l'esbrouf, puis on ne peut rien dire, puis il n'y a pas personne pour nous aider. Fait que, excuse-moi, mais moi, je ne vais pas aller me taper un autre pervers narcissique ou une foule de pervers narcissiques dans un Dans un party de congrès, là. traducteurs. Et moi, je te Ouais. dirais aussi, j'en rajouterais une couche. C'est pour quand tu as un service des ressources humaines, tu sais, il y a tu as un service linguistique dans des grosses compagnies, donc ils ont des ressources humaines, ils ont des gens qui sont formés et qui doivent connaître ce problème-là. Mais même si tu vas en parler à quelqu'un des ressources humaines, ils vont sans doute te prêter plus attention que ceux qui connaissent rien à ça. Ouais. Mais c'est très difficile, justement, parce que, comme tu dis, le pervers narcissique va aller chercher, il va faire valider ses interprétations et toi, tu es condamné, comme on dit, sans autre forme de procès. Alors, c'est très difficile, même pour les ressources humaines, quand ils voient, parce que souvent, ils vont les dépister. Moi, j'ai déjà vécu ça dans une autre entreprise, là. On en avait une qui était comme ça. Puis je savais par les ressources humaines qu'ils l'avaient dans le collimateur, mais il n'y a personne qui. Puis les traducteurs, il y avait plusieurs traducteurs qui étaient l'objet de ce comportement-là. Et puis, mais les ressources humaines
évidemment, elle ne faisait pas ça devant les ressources humaines, la personne en question, là. C'est Alors, ça. c'est ça. Alors, même quand les ressources humaines sont au point ou sous bas d'or du narcissisme, c'est très, très difficile pour eux, là, d'intervenir. C'est difficile de prouver le C'est ça, problème, c'est ça, exactement. parce que le pervers narcissique, c'est un excellent acteur, fait que donc, il croit en ses mensonges, hein. Il croit beaucoup Oui, en ses oui, mensonges. Fait qu'il y a comme un effet de conviction, là, puis il jette la poudre aux yeux, puis ça fonctionne avec la majorité des gens qui sont pas au courant là, de cette pathologie-là. Puis aussi, ben, le pervers narcissique, il a tellement peur d'être dévoilé, d'être découvert, qu'il est extrêmement prudent, surtout au travail, pour ne pas laisser de preuve de sa toxicité. c'est Fait que ça. Il doit, ouais, pas rien dans les, parce que souvent, tu peux les prendre peut-être par un courriel malencontreux dans lequel ils laissent aller certains commentaires qui sont inacceptables dans les milieux de travail. Mais même, c'est très, très difficile, effectivement, là. ouais, ouais, c'est Fait très que difficile. c'est ça. Puis quand on parle des traducteurs, justement, tu parlais de l'humilité. En fait, j'ai fait une petite recherche sur le narcissisme et la profession de traducteur. Puis c'est pas une profession. Là, je parle des traducteurs, je parle pas de quelqu'un qui est en relation de pouvoir. Euh, il y a très peu de risques que les traducteurs soient narcissiques parce que c'est justement les traducteurs techniques, les traducteurs juridiques, ils ont comme souvent des guides de style. Et sauf, mettons en juridique, il faut qu'ils connaissent plein, plein de choses du droit civil, de la common law et tout ça. Donc, tu peux pas mettre ton ego là-dedans, là. Euh, les traducteurs littéraires, il y a peut-être un petit risque un petit peu plus élevé, là, mais encore là, il peut avoir une espèce de narcissisme sain quand tu es un traducteur littéraire puis que tu as, je ne sais pas moi, un prix du gouverneur général, je pense que c'est ça, là. Ben, c'est plutôt une reconnaissance que tu te démarques par la qualité de ta traduction. Mais ça, c'est pas du narcissisme, OK? On Non? va, OK, bon, vas-y, vas-y. ben là, c'est Démêle ça. ça. C'est Ben, ça. c'est parce que, comme moi, je le sais, puis je l'ai vu, puis je l'ai vécu, que le narcissisme s'est fondé sur une profonde haine de soi. Mais je peux, Ah, OK. ouais. Donc, un traducteur littéraire qui décroche un prix prestigieux, c'est quoi, là? Ça serait... Là, attends, je OK, t'explique vas-y. Fait que donc, quand tu as une profonde haine de toi, tu n'es pas capable d'aimer personne. Alors Oui, que quand tu as de l'estime de toi, hein, tu le sais que tu poses des gestes, en général, tu n'es pas une personne toxique, tu accomplis des choses, tu es satisfait de toi-même, ce que tu fais, c'est beau, c'est bon, c'est intéressant, peu importe. Tu as le droit d'être fier de toi, tu sais. Si donc, c'est ce qui construit l'amour propre et l'estime de soi. Donc, je constate que dans la pop psychologie, dans le New Age, et dans la psychologie et dans la psychiatrie, on essaie de faire passer les pervers narcissiques pour des personnes qui s'aiment trop. ah, OK. Et, et donc, ce que ça fait, c'est que ça vient faire que les personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, on va leur coller l'étiquette de pervers narcissique ou de narcissique OK. parce qu'ils s'aiment eux-mêmes, parce qu'ils sont OK. fiers d'eux-mêmes. Alors, être fier de ses accomplissements, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. OK. Absolument Intéressant. pas. Intéressant. Ben, il y a beaucoup OK. d'arnaques dans notre société, OK? Il y a beaucoup de propagande. Et Mhm. donc, c'est ça. Là, je vois qu'il y a une tendance à vouloir médicaliser les personnes saines qui ont un amour propre, un sain amour propre, en disant, ben là, si tu te penses bon, c'est que tu es narcissique. Ben non, mais je me pense pas bon. Ce que j'ai fait, là, ça prouve que je suis bon. Puis j'ai le Oui, droit de... c'est Oui. ça. Puis j'ai... Tes réalisations prouvent que tu es compétent, efficace, etc. puis Exactement. pas nécessaire de se penser le seul meilleur sur la planète, là. C'est pas ça l'idée. Non, c'est ça. Non, non. C'est d'être en compétition avec soi-même, pas avec les autres. Et donc, si on ne retire pas de satisfaction de ce qu'on fait, c'est quoi la motivation dans la vie, tu sais? Donc, comme vous prenez à ton exemple, le traducteur littéraire qui reçoit, être fier de lui, d'être content de lui, d'avoir de l'attention sur lui, ça, c'est pas du narcissisme. OK. OK, OK. Donc, je trouve ça Le, intéressant parce que justement, là, on est en train de démêler des choses des choses sur lesquelles on ne s'est jamais vraiment penché dans notre milieu de travail. Puis en plus, nous autres, on est il y a beaucoup de traducteurs qui sont introvertis, alors c'est très difficile d'aller chercher ça.
Puis, il y a aussi ben, les traducteurs qui arrivent dans le milieu du travail, qui sortent de l'université, frais et moulus de l'université, puis qui arrivent qui veulent travailler dans un cabinet pour justement être révisés par quelqu'un de compétent. Ça aussi, c'est des gens qui doutent de tout. Alors, ça, c'est sûrement des victimes parfaites, là. La victime idéale. Puis on voit beaucoup que les gens qui sortent de l'université puis qui se partent tout de suite à la pige, eux, ils ont un plus grand risque de développer leur trait narcissique parce que beaucoup de gens, la plupart des gens dans notre société ont tous quelques traits narcissiques. Ça ne veut pas dire que tu es un pervers narcissique. Mais en se faisant réviser dans un cabinet, ça donne des belles leçons d'humilité constamment. Fait que là, donc, on apprend à concevoir qu'on n'est pas parfait, que ce qu'on produit, c'est pas parfait, que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, on lâche prise sur ce désir de croire qu'on est parfait et qu'on produit un travail parfait. En même temps, Alors que si tu... on accroche aussi aux exigences du client. Parce que c'est tentant de dire, ben moi, j'ai fait 3 ans d'université, puis je la connais, la langue française. Mais quand tu es C'est révisé, pas ça l'idée. non, c'est ça. Ben, la traduction, c'est pas pour prouver qu'on connaît la langue française. La traduction, c'est pour donner accès à une information qui, autrement, si elle n'était pas traduite, le public qui parle cette langue-là, il n'y aurait pas accès. C'est ça le but, c'est de communiquer. On n'est pas là pour Exactement. refaire la langue française pour dire au monde c'est quoi qui est bien et qui est pas bien. Là. Et il y a beaucoup de traducteurs, surtout au Québec, mais beaucoup en France aussi, qui pensent que c'est ça, que nous, on a une tâche d'éduquer les masses. Tu sais. Bon, là, voilà, tout de suite, on parle d'un manque d'humilité quand même assez grand. Puis, ben, donc, si tu sors de l'université puis que tu rentres pas en cabinet pour te faire réviser, mais que tu pars tout de suite ta propre entreprise, ben là, ce qui se passe, c'est que tu fais tes traductions, tu ne te fais pas réviser par personne. Bon, euh, petit à petit, ce qui se passe, c'est que tu finis par, sans t'en rendre compte, avoir l'impression qu'effectivement, tu es parfait. Puis là, je vois ça parce que je fais beaucoup de révisions, tu sais, puis j'observe les mouvements de mon ego puisque je me suis éveillée à ma propre conscience à un moment donné dans mon processus. Fait que je suis capable d'observer les mouvements de mon ego puis de dire, ben, non, excuse-moi, mais ça, toi peut-être que tu as envie de faire ça, mais moi, c'est pas moi, ça, on fait pas ça. Tu sais. Donc, le réviseur, il prend une traduction, puis là, il voit que c'est plein de fautes, puis là, ben, à chaque faute, ah, Colin, ben voyons donc, as-tu vu ça? Mais quel imbécile, mais quel ignorant, mais bon Dieu, il sait pas écrire. Puis, Puis qu'est-ce qu'on leur apprend à l'université? Moi, celle-là, je l'ai entendue de part de gestionnaires de projets dans différents milieux. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend à l'université? bon, ben, tu vois, pour moi, ça, là, ce genre de réaction-là, c'est des réactions inconscientes d'un ego qui a besoin de se positionner comme supérieur. Et donc, à chaque fois qu'il critique la traduction de l'autre, ben, ça lui donne une injection de supériorité. Tu comprends? Puis là, Oui, oui, ça vient calmer son sentiment d'infériorité. Tu sais. oui, Bon, fait que donc, effectivement. bon, puis je veux dire, dans un bureau d'un cabinet de traduction que j'ai vastement contribué à ouvrir là, avec, en tout cas, il y a quelques années, on avait pris une nouvelle traductrice qui était bonne, puis on cherchait des réviseurs, puis c'est difficile de trouver des bons réviseurs, justement des réviseurs qui sont humbles, qui ne vont pas venir faire imposer une autorité sur tout le monde. Là. Fait qu'on avait de la misère à en trouver. Fait qu'on on a décidé d'essayer une de nos traductrices qu'on formait déjà depuis un an à la révision. Et donc là, dans les premières révisions qu'elle a reçues, ben, à un moment donné, j'entends des éclats de voix et je regarde qu'est-ce qui se passe. Elle est en train d'engueuler le traducteur ou la Oh, traductrice oh là là. parce que la traductrice fait des fautes. OK. Puis Ben, c'était donc sa là, collègue, là, ils avaient été les deux traductrices. Là, elle était on venait de se promue donner, au poste de voilà, réviseur. Puis là, son comportement a changé là, voilà, avec elle. elle est allée péter une coche à cette traductrice-là. Fait que donc là, ben là, moi puis le gestionnaire, on s'est assis avec elle, puis il a expliqué d'abord la réalité, tu sais, si la traductrice fait pas de faute, toi, t'as pas de job. Hein? Donc, merci pour les fautes, s'il vous plaît. Remercie qu'il y a des gens qui font des fautes, parce que sinon, tu n'aurais pas de travail. Et l'autre affaire qui me bug avec l'histoire, bon, puis ensuite on lui a expliqué effectivement que c'est des comportements qu'on ne tolère pas chez nous. OK? Mhm, mhm. Le traducteur et le réviseur, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, c'est un travail d'équipe. Eh Le oui, traducteur, il abat l'art, il défriche, il l'écarie, mais
réviseur, il fait des planches, puis il fait un meuble sablé avec ça. Fait que ça prend les deux. Il n'y en a pas un qui. C'est sûr que le réviseur, lui, il finit par être réviseur parce qu'il a acquis des années d'expérience, puis il a une C'est culture ça, générale, puis tout ça. exactement. Bon. Mais c'est ça, c'est que les réviseurs qui vont abuser de leur pouvoir, ben c'est ceux, justement, qui sont des coquilles vides à l'intérieur, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. C'est ça le problème. Effectivement, effectivement. Puis il y a aussi un côté culturel parce que je sais que pour avoir travaillé dans différents milieux, quand c'était des Européens, je sais que c'est des Européens qui arrivent ici là, puis qui travaillent au Canada, au Québec, en Europe, en France, ils ont des comportements, là je dirais que c'est plus culturel, que nous, on n'accepte pas ici. Tu sais, les réviseurs, maintenant, c'est plus accepté. Moi, j'ai été réviseur dans différents milieux, puis c'est plus accepté de péter une coche. Il faut, on peut, moi, ce que je faisais, c'est d'écrire un commentaire, pourquoi tu as fait telle faute, puis ça revient souvent, puis retravaille cet aspect-là. Prends juste les tournures passives, là, qui sont en anglais très, très courantes, puis les traducteurs qui commencent, ben, eux autres, ils se posent pas la question, ils remettent ça au passif en français. Alors, ils pensent pas aux tournures nominales, puis tout ça, là. Alors, mais ça reste que c'est un commentaire. Alors, avec une source. Moi, souvent, je vais mettre une source dans Delille, tel objectif dans Jean Delille. Mais jamais j'aurai un ton désobligeant par rapport à la personne avec qui je travaille, là. Non, mais le problème, c'est qu'avec des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, un Oui. ton, un ton professionnel et efficace va passer pour un ton méprisant. C'est, Ah, c'est, OK, OK, d'accord. OK, c'est là, moi, je trouve qu'il y a un certain problème, c'est que là, OK. avec la mouvance woke, là, tout le monde est devenu des pauvres victimes de tout. Fait que là, évidemment, c'est pas permis, c'est rendu mal vu pour un réviseur de péter une coche pour quelqu'un. Mais euh, c'est Il pas faut juste une toujours être question de péter une bienveillant, coche. hein. C'est le mot qu'on entend beaucoup, être la bienveillance, là. Ben, C'est le mot à la mode, hein. c'est que plus tu mets de l'ego dans ton travail, plus il va falloir mettre des gants blancs pour te parler. Alors que les gens qui ont une vraie humilité, ben, on peut se parler directement, efficacement. C'est un peu comme dans une cuisine de professionnels. Une cuisine de pro, ça marche comme dans l'armée. Donc, quand tu es dans l'efficacité, tu es dans la rapidité, tu es dans l'urgence, tu n'as pas le temps de dire, ah, ben là, ma belle petite Nathalie, C'est ça. écoute, est-ce que je pourrais. Non, tu sais, tu veux que ça soit efficace. Puis il n'y a pas rien de négatif dans le fait d'avoir un ton professionnel et efficace, mais si ça tombe dans l'oreille d'une victime chronique, d'un pervers narcissique qui est en état de victime chronique, ben là, c'est toi qui passes pour le méchant, tu sais. Ah, Mais il faut OK. vraiment voir que le comportement toxique, c'est pas nécessairement être bête puis être comme ça. Non, le pervers narcissique, au contraire, il est souvent très, très souriant puis tout ça, tu sais. Euh, Comment je pourrais dire, je suis en train de perdre le fil. Ben, tu reviens à faire la distinction entre un ton professionnel Mm. et courtois et le comportement du pervers narcissique qui va avoir un ton condescendant ou un ton plus accusateur, ou je sais pas trop, Ben, là. c'est ça, exactement. Fait que le C'est pervers narcissique, comment faire la distinction entre les deux en milieu de travail, là? ben, c'est que, ben, entre autres, par exemple, avec un pervers narcissique, c'est toujours de ta faute. Ils vont tout le temps te forcer à l'admettre. Ils vont vraiment te forcer à t'humilier devant eux. Si tu leur amènes un argument factuel qui prouve ton point, ils vont le nier, ils vont le rejeter du revers de la main. Euh, ensuite, s'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas eu raison dans la discussion un à un, ben là, ils vont se retrouver, ils vont chercher une occasion de continuer la discussion, de te river ton clou devant le public. Ensuite, souvent, ils vont dire un commentaire méchant. Là, tu fais comme, ben voyons donc comment il peut me dire ça en contexte de travail, il me parle de même. Fait que là, tu le fais comme, ben là, c'est quoi? Puis là, il va partir à rire pour dire, voyons donc, c'est juste une joke, voyons donc. Ouais, Hey, énerve-toi pas le poil des gens. Fait que c'est toujours de ta faute. C'est jamais, le pervers narcissique prend jamais la responsabilité de ses actes. OK. Là, je comprends mieux, là. Ben, je trouve que c'est pas toujours évident, hein, de faire la part des choses, Parce que effectivement.
C'est parce il y a le pervers narcissique qui est pathologique, mais tu as le fait que beaucoup de gens ont simplement des traits narcissiques. Et ça, ben, dans en situation régulière et normale, le narcissisme va pas ressortir, mais la minute qu'ils ont un peu de pression, un peu de stress, un peu trop d'attention, là, le narcissisme va se mettre à sortir. OK. Donc, OK, je comprends. Donc, c'est pas toujours, OK, c'est pas égal, là, Non, c'est OK. pas égal. Puis garde juste la perversion narcissique, là, ils disent que moi, je veux dire, si tu regardes le DSM, ils mettent une maladie différente pour toutes, mais pour moi, la perversion narcissique, c'est la porte d'entrée à la sociopathie qui, elle, mène à la psychopathie. Oui, oui, Donc, fait que c'est un spectre, tu comprends? Il y a oui. des pervers narcissiques qui sont proches de la psychopathie, comme ma mère, qui pousse des gens au suicide, OK, juste Mhm, avec mhm. des mots. Puis tu as de l'autre côté des personnes qui sont généralement saines, mais qui ont une névrose, une douleur narcissique, un traumatisme Mhm. infantile, qui fait que dans certaines situations, s'il y a suffisamment de pression sur l'image, sur l'ego, sur la menace d'humiliation, mais là, la personne, son ego va sortir puis va prendre la défense de la personne et là, elle va devenir toxique parce que elle se défend comme une enfant de 4 ans, comme une personne qui n'a pas le contrôle de soi. Et là, si cette personne-là vit une humiliation à ce moment-là, ben là, ça vient nourrir son narcissisme et donc, toute personne qui a des traits narcissiques, si elle ne les soigne pas, ça ne fait qu'empirer. OK. Donc, il y a différents degrés. Puis, nous, on n'est quand même pas des psychologues non plus, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut en parler entre collègues? Généralement, c'est ça qu'on fait Ben, regarde, on n'est pas psychologue. pour voir les degrés, là. Là, quelqu'un vraiment pur et dur, là, on va le voir assez bien maintenant à la lumière de ce que tu expliques. Mais quand tu dis qu'il y a Une des gradation. niveaux, une gradation, puis selon telle situation, puis tout ça, euh, C'est qu'il on faut laisse. prendre, Oui, faut prendre des notes, là. Faut observer bien la situation. Comment est-ce que la personne nous parle? Tu sais? OK, Puis là, quand on essaie de soit mettre nos limites ou soit s'exprimer soi-même, on observe comment la personne nous répond. Fait que, OK. par exemple, moi, je viens de déménager d'un nouvel appartement, j'ai un voisin qui est docteur puis qui il essaie d'être mon ami. Bon, dans les peu d'échanges qu'on a eus au téléphone, euh, il me demande tout le temps des comptes. Il me demande des comptes. Il juge ma vie. Mais là, quand je dis, t'es qui, toi, pour me demander des comptes? Je ne dis pas ça de même Non, non, directement, mais non, mais bon, tu je montres résume, là. que c'est pas nécessaire, là. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça, bon. Là, sa réaction, c'est toujours, non, non, mais t'as rien compris. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais t'as pas compris ce que je veux dire, tu sais. Fait que, Mhm. bon, fait que là, quand ça fait 3 fois que j'essaie de poser mes limites puis que lui, il me dit que c'est moi qui est pas correct, mais là, je sais que je suis en présence d'une personne toxique. Donc, ça serait comme la règle des trois. On s'en était parlé de ça. Quand on pourrait voir si ça fait 3 fois qu'on se heurte, parce que la première fois, on n'est pas sûr. Peut-être que la personne a s'est levée du pied gauche ce matin-là, puis qu'elle file pas, elle n'a pas pu prendre son café. Donc, on donne une chance. Si le même comportement se reproduit, ben là, on commence à être plus aux aguets. Puis la troisième fois, ben là, on a notre confirmation. On n'a pas besoin de faire ça 10 fois ou 15 fois, là. Ben, On est assez vite. ça dépend du niveau d'interaction qu'on a puis de la Oui, fréquence des oui, c'est interactions ça. aussi, c'est Mais ça. mettons qu'on a quelqu'un dont on relève directement, là, c'est assez rapide. On voit assez rapidement avec cette stratégie-là de 3 fois à qui on a affaire, là. Oui, oui, oui. L'affaire, cependant, c'est que je vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout le monde traite les autres de narcissiques, là. Il Ah oui, faut, ah oui. bon, fait que c'est ça. Donc, avant d'essayer de diagnostiquer, Oh, on t'a perdu, Virginie? Oh là là. Bon, alors, je ne sais pas si on va réussir. Je vais écrire un petit mot à Virginie pour, dans le chat. Je vais dire que
Je suis de retour. Es-tu revenu? Bon, t'es revenu. OK, bravo. Yes. Alors, Euh, c'est ça. Donc, on se disait, on est en train de parler comment reconnaître, puis comment se faire une idée assez précise de qui on a affaire, que c'est pas si long que ça quand c'est une personne dont on relève directement, là. C'est sûr que si on voit la personne sporadiquement une fois par 3 semaines, c'est plus long. Mais si on voit, on relève de quelqu'un, puis on le voit tous les jours, on le côtoie, cette personne-là, on va se faire une idée assez rapidement. Oui. Il faut jamais sous-estimer le danger de ces personnes-là parce que comme c'est des coquilles vides puis qu'elles investissent tout dans leur image, il suffit de piquer leur image pour qu'elles veuillent te détruire littéralement. Donc, ils vont y aller de diffamation. Exactement. Ils C'est vont ça. aller parler à tes amis, à tes collègues dans ton dos pour C'est ça. brosser. Donc, il faut Et faire très, très attention. Au bout de 3 fois, là, quand alors on sait il y a des choses à ne pas dire devant cette et personne-là. non seulement ça, c'est qu'il faut vraiment se monter un excellent dossier avec beaucoup de preuves. Il faut surtout pas Voilà. laisser paraître qu'on est sur le cas du pervers narcissique. Et à partir du moment où, comment je peux dire, si on peut s'éloigner du pervers narcissique, le faire sortir de sa vie sans jamais rien lui dire, c'est la meilleure façon. Mieux vaut pas dévoiler qu'on a repéré un pervers narcissique, mieux vaut Que simplement de s'éloigner que le le confronter. contrôler. Alors Essaye, faut pas le confronter. là, je vois le temps qui passe, puis il y a un aspect sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est le fait que tu observes une nouvelle tendance, toi, en tant que réviseur, de pigistes qui font, ben, justement, ce sont des gens qui souvent sont sortis de l'université, qui n'ont pas été révisés, et vous faites affaire avec eux. Et puis là, ben, ils utilisent ChatGPT, qui donne quand même des sorties assez intéressantes, mais là, tu assistes à un autre problème là, qu'on ne voyait pas avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, là. Ben, c'est ça, c'est que moi, ça fait quand même quelques décennies que je révise des traducteurs. Fait que donc, à chaque 5 ans, il y a comme des nouveaux problèmes, des nouvelles choses qui Oui, on transparaissent, a eu là. les mémoires de traduction, on a eu bon, les environnements de traduction, les cap tools, comme on les appelle, et tout, là. Ouais. Puis là, Ben, on c'est est dans ça. les chats GPT. Bon, ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a malheureusement à chaque décennie, je trouve que le niveau intellectuel baisse, la qualité de la langue baisse, on dilue le sens des mots. Puis là, aujourd'hui, par exemple, quand je fais des révisions, il y a une tonne d'anglicismes qui étaient des anglicismes quand j'ai commencé la traduction, qui aujourd'hui sont acceptés, tu sais. Fait que là, on baisse le niveau constamment, mais le problème de baisser le niveau en langue, c'est que la langue soutient la pensée. Donc, Effectivement. plus la langue avec laquelle tu es capable de processer de l'information, elle est limitée, plus ta capacité de penser est limitée. Donc là, Effectivement. fait que ce que je vois, c'est que là, on a des traducteurs qui ils prennent le texte phrase par phrase à cause de l'interface des quatre tools. Oui, oui. Fait que là, bon, là, ils vont aller traduire ça par chat GPT. Puis bon, comme je pense que beaucoup surtout les jeunes ont très peu lu, parce que ben on vit dans une ère de vidéo, euh, ben là, on dirait qu'ils se rendent pas compte que la phrase, oui, elle est toute faite avec des mots en français, mais les mots sont pas organisés d'une façon qui est idiomatique en français. On dirait pas ça comme ça en français. Fait que là, ben, au lieu de retravailler la phrase complètement pour vraiment s'approprier les mécanismes de la langue, ils font juste changer les mots qui font un peu trop anglais, ils laissent la structure comme ça. Fait que c'est pour ça que souvent, la source, mettons la source, ça fait une ligne, Oui, la traduction va faire 2 lignes puis 3 lignes. OK. Bon, mais quand la traduction est aussi plus longue que la source, c'est parce que le traducteur n'a pas exploité les mécanismes propres au français. Fait que, par exemple, si tu te fies tout le temps sur ChatGPT, ChatGPT n'est pas capable de faire les verbes pronominaux. Il connaît pas les verbes Mhm. pronominaux parce qu'il Mhm. traduit de l'anglais. Fait que donc, il te propose jamais une phrase qui est faite avec un verbe pronominal ou à peu près jamais. Le mot, comme je te disais, l'exemple du mot depuis, tu sais, parce que en anglais, le mot since est davantage employé pour vouloir dire étant donné que, Ouais. ben c'est rare qu'il est utilisé pour vouloir dire depuis. Fait que là, ben, les anglophones, ils disent in the last 10 years, par exemple. Bon, ben là, l'intelligence artificielle a traduit ça par dans les 10 dernières années ou dans les dernières 10 années. Les dernières. Oui, oui, oui. Rajoutons-en une couche, hein? Ben oui, mettons Là, l'adjectif.
Puis là, le traducteur, lui, ben, il voit rien que des mots français. Fait que là, il laisse ça comme ça, alors qu'il pourrait remplacer tous ces mots-là par un mot simple, court, concis, depuis. Mais si tu attends après l'intelligence artificielle pour qu'il fasse ça, on va attendre longtemps. En Fait que fait, donc, j'en rajouterais une autre couche aussi, c'est qu'en français, on a beaucoup plus de charnière qu'en anglais, parce que oui, l'anglais est une langue absolument. imagée, mais ne fait que de mettre superpose des idées. Et la force de l'anglais, c'est l'image. OK? Ouais. Nous, c'est d'expliquer les rapports entre les concepts. Alors Exactement, là, c'est ça. exactement. Oui. ChatGPT, il n'y en a rien à cirer, là, de rajouter et pourtant, et cependant, donc, et tout ça, là. Puis pas juste ça, c'est que le fait que nous, on utilise des articles, beaucoup d'articles, contrairement à l'anglais, il colle des mots un par-dessus l'autre, c'est que ça nous oblige à être plus clair que l'anglais et donc à Oui, aller comprendre vraiment l'essence de la phrase parce qu'il faut vraiment bien déterminer les liens entre chaque mot parce que exactement. à cause de tous ces articles-là. C'est pour ça que le français est une langue plus précise. Sauf que ce que je vois, c'est que la plupart des traducteurs, ils vont pas se demander, ils vont pas essayer de comprendre le texte, ils font juste traduire des mots. Puis ben ça, je suis désolée, mais ils se font payer 20-21 cents du mot. Certains, hein, parce que là, les prix ont tellement baissé, mais j'ai des situations où le Tu sais traducteur que est ces payé. gens-là payaient 20 cents du mot et puis qui te livrent une version comme faite sur le modèle que tu viens de décrire, là. C'est ça, et Mhm. qui sonne comme si c'était un étudiant de secondaire 5 ou de cégep qui avait écrit ça. Ben, la plupart de nos clients, ils sont dans des niveaux un peu plus élevés que ça. Mettons un client médical ou un client en ingénierie. Il faut que quand la personne lit le texte, que le texte soit crédible. Si la monographie du médicament que je vais consommer est écrite comme si c'était un élève de secondaire 5, est-ce que je vais avoir confiance que les gens qui ont fait le produit sont assez intelligents, assez articulés pour produire un produit qui va m'aider et qui va pas m'empoisonner, tu sais? Exactement. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est qu'on n'a pas parlé de la cohérence et de la cohésion, qui n'est pas pareil en anglais et en français, parce que l'anglais est une langue beaucoup plus neutre. Alors, eux, ils vont répéter à satiété, là, et nous, on va avoir celui-ci, celle-ci, il, elle, bon, et j'en passe et j'en passe. Tandis qu'en anglais, ils vont avoir toujours, mettons, Monsieur X, Monsieur Smith, ben, c'est Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Smith. Alors, j'imagine que tu dois corriger dans ce genre de version-là les pronoms personnels, la cohérence, la cohésion. Puis ça demande un aperçu. Ça n'a pas été fait. Alors, normalement, ça aurait dû être fait par le traducteur qui te livre sa Ben, version. c'est que quand le traducteur fait pas l'effort de comprendre ce qu'il traduit, ben, il est jamais capable d'avoir une vision globale de tout le texte. Mhm. Et donc, il passe à côté du sens la plupart du temps parce qu'il ne comprend pas l'objectif global du texte. Exactement. Et puis, là, je vois que le temps file. On n'est pas très loin de notre heure. Tu vois, ça a passé vite, hein? C'est toujours Est-ce que agréable de jaser avec toi, Céline. Et moi aussi, j'aime beaucoup ça, parler avec toi. Alors, ce sur quoi je voulais revenir, parce que c'est le fait que l'intelligence artificielle, elle a des grandes qualités, mais il y a des choses qu'elle ne pourra jamais faire. Le côté éthique, l'intelligence artificielle n'est pas sensible au côté éthique, à moins que tu lui donnes vraiment des consignes très, très précises. L'humour, oublie ça, là, traduire, c'est très difficile de traduire de l'humour, là. Mais je vais encore plus loin que ça. L'intelligence artificielle n'est pas capable de produire un texte intelligent. Il n'y a pas d'intelligence dans C'est ce qu'elle ça, produit. exactement. Puis, Puis elle est pas capable de produire non plus des questions qu'il faut poser. Un traducteur averti va justement faire une liste de questions à poser au client, puis il va faire ça le plus rapidement possible pour que le client ait le temps de te retourner les réponses et au moins que la personne qui révise les ait. Alors, mais, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire ça, là. non, absolument pas, C'est que, effectivement. Mais c'est c'est ça, ça. je trouve que c'est ça, il faut se servir de sa tête, puis c'est souvent, il y a peut-être un peu de paresse, ou je sais pas, un manque d'effort, je sais pas c'est quoi, mais souvent, ça manque dans les textes. Par exemple, je révisais un texte sur les Amérindiens. Bon, ben là, il disait qu'il chargeait des drums dans les canaux. Ben là, la personne, elle m'a traduit ça par tambour. Ah, Euh, fait que comme elle a pas, elle s'est pas donné la peine de comprendre tout son texte, tout le contexte, mais elle pense que c'est utile de transporter, de remplir des canaux de tambour, tu sais. Ben, c'est à toi de ta tête. C'est c'est pas des des- tambours, c'est non. des barils.
c'est ça. Des barils Bon. d'essence, généralement, là, Ou qui sont des des barils de choses de nourriture, nourriture, ouais, c'est ça. exactement. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, c'est que si on fait rien que se raccrocher aux mots, parce que c'est rassurant de se raccrocher aux mots quand tu es pas capable de pénétrer le sens du texte, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends à peu près rien. Fait que donc, tu te raccroches aux mots. Fait que tu fais juste copier les mots. Moi, ce que je préfère, c'est que les fautes, oublier un S pour accorder ses verbes, c'est des problèmes mineurs, ça. Mais beaucoup de traducteurs qui manquent d'envergure, à mon avis, ils se raccrochent aux fautes pour pouvoir écraser les autres. Alors que pour moi, les vraies fautes, c'est justement quand tu manques d'intelligence, quand tu ne sers pas de ta tête, quand ton texte est incohérent, quand tu fais des faux sens, des contresens, quand tu mets pas d'intelligence à processer le contenu. Et la terminologie aussi, tu me parlais de l'extrait de traduction médicale. Si tu n'as pas la terminologie médicale, c'est La donc terminologie, mais aussi la façon de construire les phrases et aussi, tu sais. voilà, Mhm. voilà, c'est vraiment important. Mhm. Fait que, donc, on a encore notre place. Je pense que la place du traducteur d'être une personne humble, d'être une personne créative. On a oublié de parler de la créativité aussi, la transcréation. Quand tu as une adaptation à faire, par exemple, d'un site web ou d'un texte à une autre culture, je pense pas que tu peux peut-être demander à l'intelligence artificielle de te mettre sur des pistes, mais pas plus, là, Bon, c'est mais encore là, ça demande de prendre une certaine distance, du distance, recul. du Oui, recul, c'est ça. oui, oui, effectivement. Et on n'a pas parlé aussi des fameux guides de style. Mhm. Parce que en tant que tes réviseur, toi, tu vas avoir peut-être 5 guides de style, 5 clients différents, chacun avec ses exigences. Alors, toi, tu jongles avec ça. Tu commences le matin avec un client A, puis l'après-midi, tu tombes dans le guide de style du client B qui ne veut pas avoir telle affaire. Le client A, lui, il veut l'avoir. C'est quelque chose. Puis quand tu es pigiste, tu te retrouves avec ton client qui est ton bureau de traduction qui, lui, a ses exigences, plus les exigences de son client à lui. Oui, Bon, fait oui, que c'est pour ça, moi, je trouve ça irréaliste de demander à des pigistes d'être à peu près parfait quand il s'agit de respecter les préférences du client, puisque on connaît pas le client, on n'est pas en contact avec lui. Alors, non, surtout pas. non, fait qu'à mon avis, il y a trois étapes dans la traduction. Tu as le traducteur, tu as le réviseur qui va faire un texte intelligent, qui Oui, va amener sa culture, qui va rendre tout ça plus concis, plus cohérent. Puis après ça, quand tu renvoies le texte au bureau de traduction qui est ton client, ben, à mon avis, eux doivent avoir un réviseur qui connaît parfaitement les exigences de chacun de ses clients et exactement. qui, là, va faire cette révision finale-là. Et qui, on espère, va renvoyer la rétroaction, Ah oui, renvoyer oui. la rétroaction pour que vous puissiez nourrir vos outils, là. Exactement. C'est pas toujours le cas, ça, je le sais. Ben, écoute, moi, j'ai un de mes clients, c'est ça. Quand il me renvoie rien, c'est parce il est content. Puis Il est quand il est très, content. très content, ben là, il me fait des compliments. Fait que c'est ça. Ça fait du bien Oui. à l'estime de soi. Eh Ben, ben, écoute, Oui, on n'a pas besoin des compliments des autres pour bâtir son estime de soi. Mieux vaut ne pas bâtir son estime de soi sur les compliments des autres. Mais quand c'est ça ça. fait des années qu'on travaille, qu'on fait la même chose, on est capable de voir soi-même si on est bon ou pas, à quel niveau qu'on est. Moi, je suis Ben très oui, consciente de mes défauts, puis je suis très consciente de mes qualités. Puis ce que je fais, puis ce que je dis toujours à mes traducteurs que je forme, euh, 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 comment je peux dire, développe tes qualités, puis on va oui. être content d'accepter tes défauts parce que personne n'est parfait. C'est Ah, ça que je trouve c'est qui une est, bonne idée. ben, personne n'est parfait, donc développe tes qualités, puis si tu en as assez, ça va compenser pour tes défauts. Alors qu'il y a beaucoup de traducteurs réviseurs que je trouve qu'ils pensent être parfaits, ils pensent qu'un texte parfait, ça se peut, puis c'est là-dessus qu'ils s'assoient pour dire qu'ils peuvent mépriser les autres, puis penser que les autres sont meilleurs que tout le monde ou qu'ils sont le seul meilleur de la planète. C'est très bien. J'ai, Donc, je terminerai là-dessus que si tu développes tes qualités, que tu acceptes tes défauts, ben, tu vis la véritable humilité, voilà, la véritable humilité que le traducteur doit avoir euh, toute sa carrière. exactement. Ben, merci beaucoup, Virginie. Merci Puis, à toi, Sylvie. donc, ceux qui écoutent, qui vont pouvoir le regarder, ça va être sur la plateforme sur YouTube, sur la page YouTube de Tradinter. Alors, vous allez avoir l'enregistrement. Merci beaucoup Bon. encore. Salut, salut François. Bye.